Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean 9000 et mon dîner de computer se compose de... Laurent Vachaud, I'm afraid I can't do that, Bernard Werber avec un W, contrairement à Weber. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 2001 Odyssée de l'espace sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, et pour l'un d'entre vous de t'accueillir avec une très grande joie pour la première fois dans l'émission, Bernard, romancier, gourou, et maintenant cinébuddy, enfin la consécration. Gourou New Age, j'ai failli dire. Allez, on va dire terrien, être vivant au moment de cet enregistrement, ça me suffit pour me définir. Ah, voilà une belle intro. Et donc, Laurent, comme toujours, fidèle au poste. Avant toute chose, avant que nous ne partions dans les étoiles et parlions ensemble du chef-d'œuvre de Stanley Kubrick de 1968, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec tous les 15 jours, une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenhoff. Et maintenant... Conformément à la tradition, voici venu l'heure de vous raconter le résumé du film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. L'Afrique à l'aube de l'humanité. Un groupe de primates découvre un monolithe noir dont l'influence va conduire le chef du groupe à créer le premier podcast. Mais assez parlé de Kinopod, et faisons le plus grand jump cut de l'histoire du cinéma, puisque nous passons d'un os à un vaisseau spatial, et nous sommes en 2001, à bord donc de ce vaisseau où le docteur Heywood Floyd enquête sur la découverte d'un monolithe noir. Plusieurs mois plus tard, deux astronautes, Dave Bowman et Frank Poole, font route vers Jupiter sous le contrôle de HAL 9000. Good evening, Dave. How you doing, Hal? L'ordinateur de bord, doué d'intelligence exceptionnel, HAL commence à se poser des questions sur le but de leur mission et sur ce qui les attend sur Jupiter. Et maintenant, avant que Laurent ne nous raconte la genèse du film, Bernard, tu vas nous parler un petit peu de la façon dont tu as reçu le film, parce que je sais que tu l'as vu plusieurs fois comme nous tous, et que ton jugement et ta vision du film a évolué à travers les différents visionnages. Donc si tu peux nous parler un petit peu de la première fois, et de cette évolution, parce que moi aussi j'ai la même chose, et Laurent, j'imagine aussi. Laurent, grand kubrickologue. Avant de laisser parler Bernard, moi je dois juste dire que moi je l'ai vu très jeune, hein, le film. Je devais avoir 11 ou 12 ans quand je l'ai vu. Et je me souviens que je suis parti au milieu parce que je ne comprenais rien, tu vois. Donc comme quoi j'ai fait du chemin depuis, hein, puisque je l'ai quand même... Mais tu avais pris un acide qui était monté trop tôt aussi. Non, c'est que je sais pas, moi je m'attendais à un film genre Star Wars, tu sais, parce que Star Wars était sorti juste avant, je crois, et je m'étais dit, mais c'est quoi ce machin? J'étais avec un copain, je me souviens, on s'était barré tellement on n'y comprenait rien, tu vois. Mais donc, Bernard, je crois qu'on peut-être une expérience similaire aussi, parce que moi je l'ai vu avec mes parents. Exactement. Voilà, merci Laurent je me suis beaucoup ennuyé parce que voilà, j'attendais aussi Star Wars, un space opéra, et c'est pas du tout ça, c'est un vrai film de pure science-fiction. Bernard. Alors, j'ai combien de temps déjà pour développer là? 27 heures. On fait du rapide ou on développe un peu? Écoute, dis-nous ce que tu as sur le cœur, et j'espère que ça ne sera pas trop long quand même. Alors, j'ai vu le film au cinéma avec des amis vers 12 ans. Et je suis parti à la moitié du film parce que je n'y comprenais rien. Ah bah ça, voilà. c'est fait. Je crois qu'on n'est pas les seuls. Suite à quoi, dans ma tête, il y avait écrit « Ok, c'est un truc qui veut rien dire. Et les gens croient que ça veut dire quelque chose, mais en fait, ça veut rien dire. » Deuxièmement, je rencontre un type qui me dit « Ah, ce film est génial. » Donc, je revais le voir et je vais un peu plus loin en serrant les dents. Et à nouveau, je me dis... C'est nul, de toute façon, j'y comprends rien. De toute façon, il n'y a pas d'histoire. On s'en fout des personnages. Donc, deuxième fois. Donc, j'ai dû le faire 4 fois où je ne suis pas arrivé jusqu'au bout. Vers la fin, je voyais quand même la scène parce qu'on me dit reste au moins devant la scène du trip. Donc, j'ai vu le trip. J'ai dit, waouh, très joli. Merci, au revoir. C'était au cinéma où tu y allais à chaque fois. Tu voyais pas en vidéo, c'était au cinéma. Alors, je l'ai vu 3 fois au cinéma. J'ai dû le voir 3 fois en vidéo. Quelque chose comme ça, à peu près. Et puis, je rencontre Yann Kounen qui me dit « C'est normal que tu comprennes pas le film. C'est parce qu'il faut lire la nouvelle de Arthur C. Clarke qui s'appelle La Sentinelle. »
Donc, je lis La Sentinelle, et là, je découvre que c'est des gens qui surveillent l'humanité et qui ont mis un détecteur d'évolution de l'espèce humaine, qui est ce fameux monolithe, et que c'est en gros comme moi je faisais avec mes fourmis, c'est-à-dire que je les observe et je regarde quand c'est qu'ils font des progrès. Et chaque fois qu'ils font des progrès, je note, tiens, là, ils ont fait des progrès. Et là, tout d'un coup, le film commence à prendre du sens. Puis, je commence à lire plein de bouquins sur 2001. Et je regarde aussi, il y avait un site internet qui s'appelait 2001, le céleste de l'espace, expliqué. Scène à scène, c'est un truc, d'ailleurs, je crois qu'il y avait eu un prix. Scène à scène, il te montrait ce qu'il fallait regarder dans le film et ce qu'il fallait comprendre. On va dire que c'est ce qu'on appelle l'art savant. On n'est pas dans l'art populaire, on est dans l'art savant, c'est-à-dire qu'il faut lire le mode d'emploi, il faut connaître le mode d'emploi pour pouvoir vraiment apprécier l'œuvre. C'est l'un des rares films, si à part Meurtre dans un jardin anglais aussi, où j'avais eu un rejet sur le coup, et après qu'on me l'a expliqué, j'ai trouvé ça génial. L'art savant, ça veut dire que ce n'est pas de l'entertainment, c'est pas du distrayant, ça demande un énorme effort d'attention et il faut avoir un tout petit peu travaillé le sujet pour vraiment apprécier le truc. Mais quand je l'ai apprécié, je me rappelle la vision, et ça devait être en vidéo, hein, c'était pas au cinéma. Tout d'un coup, quand j'ai lu la nouvelle de Clark, quand j'ai vu le film et que j'ai compris tout ce que ça voulait dire, je me suis dit, ce mec vient d'inventer une nouvelle religion et il s'en est peut-être même pas aperçu lui-même. Et en tout cas, ce que j'ai vu, c'est une spiritualité très très forte qui expliquait tout. C'est-à-dire qu'expliquer tout, ça va au-delà de la science-fiction. Tout à l'heure, on faisait référence à la guerre des étoiles. La guerre des étoiles, c'est le principe du conte. Ça respecte toutes les lois du héros, la quête du héros, l'histoire d'amour, c'est toutes les règles du scénario. Là, on n'a plus du tout les règles du scénario, c'est ça qui est déstabilisant. Et j'ai eu le sentiment, au moment où je l'ai compris, d'avoir, comment dire, compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Voilà. Ce qui est un sentiment étrange, je pense, mais que doit avoir beaucoup de fans de Kubrick. Petite parenthèse. Quand j'avais vu Eyes Wide Shut, j'avais eu le même effet de j'y comprends rien et ça m'a l'air nul et prétentieux. Ne Et lance c'est pas Laurent, Laurent, s'il te plaît. et non, c'est Laurent qui m'a expliqué ce qu'il fallait comprendre et j'ai adoré aussi Eyes Wide Shut. Ah oui, il t'a C'est le donné les principe de clés, l'art ouais. savant, Ouais. il faut un initiateur. Non, mais Et c'est quand j'ai intéressant compris, que tu parles de religion parce qu'effectivement, je me rappelle que Coppola avait dit à une époque à Lucas qu'il aurait dû faire de la force une véritable religion, comme Ron Hubbard avait fait avec la scientologie. Et on peut imaginer Kubrick aussi qui aurait pu développer avec 2001 une espèce de religion, puisque il a récupéré à l'époque. Laurent, tu peux nous parler un peu de la genèse du film et le fait que le film n'a pas été très bien Oui, mais ce qui est reçu marrant, c'est au départ, comme à souvent propos de Ron Kubrick. Hubbard, ce qui est drôle, c'est que Ron Hubbard, quand 2001 est sorti, il a envoyé un mémo à tous les membres de la Scientologie pour leur interdire d'aller voir le film, parce qu'il disait waouh, que c'était un film toxique qui allait réveiller des souvenirs de vie antérieure, tu vois, quand Évidemment. on était homme-singe, par exemple, tu vois, et que ça pouvait perturber après le psychisme des gens, tu vois. Ron Hubbard était un auteur de science-fiction moins célèbre que Clark, et je pense qu'il y avait une jalousie vis-à-vis de 2001, qui était un film vraiment célébré et tout ça, et il voulait pas que le film marche, quoi, tu vois. ce qui explique l'antagonisme Kubrick-Ron Hubbard, puisque plus tard la fille de Kubrick est allée à la Oui, oui, scientologie. alors après, Mais ça, c'est oui. toi qui me l'as expliqué, hein. Je pense franchement que ça doit être un hasard, parce que je pense pas que Ron Hubbard. D'abord, Ron Hubbard était déjà mort depuis longtemps quand la fille de Kubrick a rejoint la Scientologie. Mais il paraît qu'ils se sont croisés une fois. J'ai jamais eu confirmation de ça, hein. Donc, je crois pas franchement qu'il était intéressé plus que ça par la Scientologie avant que sa fille y rentre, hein, quoi. En tout cas, 2001 me semble une œuvre qui est dans la lumière. C'est-à-dire, c'est une œuvre qui est faite pour élever l'humanité, c'est une œuvre qui est faite pour libérer. Moi, ce que j'ai trouvé dans le message que ça raconte, c'est que nous sommes une espèce qui est en voie d'évolution. Nous sommes encore à un stade animal. Et ce que raconte ce film, c'est Next Step, la prochaine étape, comment devrait évoluer l'humanité si elle arrive à surmonter ses pulsions de mort et sa peur de la mort Hmm. pour aboutir à un être libre. Pour moi, ce que raconte globalement 2001, c'est notre espèce a encore le poids du singe qu'on voit au début, du singe agressif qui est étant dans la survie,
casse la gueule à tout ce qui n'est pas lui et tout ce qui est différent. Et ce singe mortifère, ce singe destructeur, est en train progressivement d'évoluer, mais il faut des millions d'années pour que cette évolution soit effective. Et là, chaque fois qu'il y a une bascule, cette entité extérieure qui nous observe est là pour nous dire, OK, vous êtes dans le bon chemin. 18 months ago, the first evidence of intelligent life off the Earth was discovered. Et ce qui est formidable dans 2001, c'est que cette entité n'est pas définie comme étant extraterrestre ou étant Dieu ou étant une sorte de pensée globale. C'est juste une entité qui nous observe. C'est en ça que c'est vraiment intelligent. C'est-à-dire, contrairement à plein de films où on voit E.T., où on voit des dieux, où on voit des anges, là, c'est quelque chose au-dessus de nous, qui nous veut du bien, mais qui nous regarde comme des enfants qui progressent pas à pas. Et à chaque pas, il y a le monolithe qui arrive pour dire, OK, vous avez passé 7 années d'études, donc là, vous avez la licence, maintenant, vous allez faire la maîtrise, vous allez avoir le doctorat. C'est-à-dire, c'est comme un bon point qui signifie, vous avez passé un cap. Et le dernier cap, donc celui qu'on voit à la fin, donc je spoil un peu, je sais pas, je peux parler comme ça en divers. 68, c'est bon. Ouais. Le dernier point, le moment où on voit ces travelling où le personnage se voit vieillir et il termine dans le lit. Et ça termine au moment où le monolithe arrive et après ça va déboucher sur l'enfant dans l'espace. Pour moi, ça veut dire que ce qui bloque l'humanité, c'est la peur de vieillir, la peur de mourir qu'on n'accepte toujours pas. Et parce qu'on a peur de vieillir et parce qu'on a peur de mourir, on est bloqué dans une pulsion de mort. Mais dès le moment où on aura accepté ça et qu'on ne vivra plus dans la peur, cette peur permanente qui nous empêche d'être vraiment et serein et spirituel et décontracté, à ce moment-là pourra apparaître une nouvelle espèce d'être humain, une espèce d'être humain plus évolué, qui, elle, pourra partir de l'espace pour conquérir le reste de l'univers. Tant qu'on est sur Terre, qui est notre berceau, tant qu'on a cette pulsion de singe, de mort, de brutalité, on n'avance pas et puis tout ce qu'on fait, c'est on se fout sur la gueule. Et l'actualité étant ce qu'elle est actuellement, on peut se dire que c'est encore le singe avec la massue de la première scène de 2001 qui règne et qui n'est pas encore sorti de sa pulsion de mort. Voilà, c'est vrai. Mais Laurent, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit à l'époque, et Clark disait que c'était la création d'un nouveau paradis, ce bébé. Et il y a des gens qui, à l'époque, parce que le film agit comme un test de Rorschach, qui l'ont vu comme une menace, ce bébé, qui viendrait pour détruire l'humanité. Non, mais ce qui est bien avec ce film, c'est que chacun, là, par exemple, ce que Bernard dit, c'est pas tout à fait ce que tout le monde dit, tout en étant quand même pas mal. Chacun peut un peu l'organiser suivant ses propres convictions, suivant ce qui. Alors que on a vu, enfin moi, quand tu étudies la manière dont le film a été fait et produit, tu vois que tout ça est arrivé ça s'est fait à tâtons parce qu'il y a eu des dessins préparatoires sur des créatures, c'est-à-dire qu'ils avaient décidé au départ, ils avaient décidé de montrer des extraterrestres, hein, c'est-à-dire qu'il y a des dessins que tu vois qui ont été et ils se sont rendus compte, enfin, que ça serait ridicule, c'est-à-dire que ça ne marcherait pas. Donc, il s'est dit, et c'était là le coup de génie, hein, c'était de se dire que si des êtres comme ça supérieurs existent, il y a probablement beaucoup de chances que nos sens nous empêchent de les percevoir, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les voir, c'est-à-dire donc parce qu'ils sont sur une fréquence, tu vois, enfin qu'on ne peut pas percevoir par les yeux, par l'ouïe et tout ça. Donc, en gros, ils sont invisibles, ils sont sûrement là, mais il fallait visuellement trouver quelque chose qui les symbolise. Donc, il a trouvé cette espèce de monolithe en parlant, je pense. Il y avait des conversations à l'époque avec Carl Sagan, qui était le fameux auteur du livre Contact. Et je suis sûr que ça a dû l'influencer parce que Carl Sagan avait des théories comme ça aussi. Il racontait il y a d'ailleurs un long interview de Carl Sagan qu'on peut trouver, je crois, sur Internet, où il raconte des choses qui sont très très proches de 2001. C'est-à-dire qu'il dit, par exemple, que si on est imaginons qu'on vive dans un espace à 2 dimensions, c'est-à-dire si tout d'un coup un objet en 3 dimensions nous visite et se pose dans notre pays de 2 dimensions, on le verra pas. On verra juste la trace que l'objet va laisser.
Et cette trace, ça peut être par exemple un carré, tu vois, mais ça nous Ouais. donnera pas une idée de ce que c'est que la totalité parce qu'on ne peut pas l'apercevoir. Et c'est un petit peu ce que symbolise ce monolithe, tu vois, ce monolithe, c'est ce qu'on peut voir nous avec nos sens de cette entité supérieure. Mais c'est peut-être pas comme ça à ça qu'elle ressemble, tu vois. Mais donc moi je pense qu'il a été influencé, et Clark aussi, par ses conversations avec Sagan pour créer ce monolithe. Mais au départ, tu sais que c'était une pyramide. Ils avaient décidé de faire une pyramide, hein, de ce qu'on voyait Ah, je dans la savais pas. sur la Lune, Ouais. c'était une pyramide, et ils se sont vite, ils se sont dit trouver que c'était mieux en fait d'en faire une sorte de Et forme comme puis ça. le De passage d'un smartphone. médium, le Voilà. passage d'un médium à l'autre fait que Kubrick choisit de ne pas expliquer plein de choses que Clark, lui, explique, comme tu disais, Bernard. Et c'est vrai que ça devient plus une expérience sensorielle, qu'il le rapproche des peintures et de la musique. Et il a eu une très bonne interview dans Playboy, d'ailleurs, où il en parle, Kubrick, mais il n'explique Ouais, mais ça, rien à la manière d'un David ouais, Lynch. Il ouais, laisse, ouais, comme mais tu dis, l'imagination, quoi. ouais, ça c'est vu à la Attends. fin. Je t'assure que quand tu lis le scénario de départ, il y a une voix off de scientifiques, il y a des scientifiques qui parlent tout le temps, qui expliquent tout. Et il a tout enlevé, et je pense qu'il avait fait ça pour rassurer les gens des studios, tu vois, qui sinon auraient Ouais. rien compris au scénario. Mais de toute façon, avec Kubrick, il y a toujours ça, c'est-à-dire que le coup de génie, en général, ça arrive dans les dernières Ah, il semaines, y avait une voix off? il y avait une voix off, il y avait même des interviews de scientifiques, c'est-à-dire tu voyais, comme dans Zelig, tu vois, des mecs qui parlaient en disant l'intelligence extraterrestre, l'intelligence artificielle, ça va se développer. Et le film était entrecoupé comme ça d'interviews de scientifiques, ce qui aurait été très curieux, tu vois. Alors, juste, je voudrais raconter un petit élément. Donc, je lis la nouvelle La Sentinelle donc, de Clark, qui est une Ouais. petite nouvelle qui doit faire une soixantaine de pages. Je revois encore une fois, parce qu'après, j'ai dû le voir quand même une dizaine de fois, voire une quinzaine de fois. Et je découvre que, en fait, Kubrick a demandé à Clark de novéliser le film. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un aller-retour, nouvelle, film, film, roman. Et je vois le roman. Et je me dis, mais il y a des trucs dans le film que je ne vois pas dans le roman. Et j'avais un doute. Je me suis dit, c'est pas possible que Clark n'ait pas compris le film 2001. Parce que c'était ça la problématique. Et je vois la suite qui va être 2010, qui a donné un autre film d'ailleurs. Ouais. Now, do you read me? Yes, Dave. Where are you? I cannot see you on any of my monitors. That isn't important now. I have new instructions for you. Et je me dis, en fait, Clark n'a pas compris 2001. C'est-à-dire que Clark a inspiré 2001, mais il n'a pas compris le film. Et je pense que l'œuvre, l'histoire racontée par Kubrick est beaucoup plus forte que l'histoire Alors, de Clark. c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont écrit, ils ont pris, au départ, sont partis de la Sentinelle, puisque si on vient à la genèse, hein, c'est-à-dire que Kubrick voulait faire depuis longtemps un film de science-fiction, mais il voulait faire le film de science-fiction et il savait pas. Alors il savait pas avec qui collaborer, donc on lui a proposé des tas de noms de romanciers de science-fiction. Et à un moment, il s'est fixé sur Arthur Clarke parce que c'était celui dont il avait aimé beaucoup d'œuvres. Ils se sont rencontrés. Et d'ailleurs, tout ça est documenté, hein. Il y a même des livres sur la correspondance entre Clarke et Kubrick. C'est d'ailleurs très intéressant pour comprendre 2001. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir donc trouvé cette nouvelle, hein, que Clark a donnée à Kubrick, qui était une nouvelle qui avait été écrite bien avant le film, qui correspond en gros un petit peu à la partie lunaire de 2001, hein, c'est-à-dire que c'est les gens sur la Lune qui déterrent cette sentinelle. C'était pas exactement un monolithe, mais ça correspond à ça, et qui a ce signal qui tout d'un coup retentit. Et ça s'arrête à peu près là, hein, la nouvelle. Ça va pas beaucoup plus loin. Il n'y a pas du tout Je ne me rappelle plus du tout. Ouais. Ce qui se passe, Mais, c'est que ça va, en effet, il y a pas tout le non, truc de non, l'espace non, 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 après. non. Et donc après, ils ont commencé à écrire le scénario en prenant comme point de départ cette nouvelle. Et ça commençait pas du tout par la préhistoire, hein, ça commençait tout par la Lune, enfin ça commençait comme la Ah nouvelle. oui, ça Et je la me rappelle même. préhistoire ne venait qu'en flashback, vraiment beaucoup plus tard. Il y avait des flashbacks sur la préhistoire et ils ont décidé à la fin de tout remettre. Mais disons qu'ils ont écrit le scénario. Ça a pris un certain temps. Et une fois le scénario achevé, Kubrick a demandé à Arthur Clarke d'écrire un roman à partir du scénario. Mais le film était en production, c'est-à-dire que Clarke n'a pas regardé le film et écrit le roman après. Il l'a fait à partir du scénario. Et il se trouve que simplement Kubrick a fait beaucoup évoluer le film par rapport au scénario pendant la production. Ah, ça explique beaucoup de choses. Voilà, il a une relation tendue avec Clark aussi, comme souvent avec la plupart de ses écrivains. Ah bon? Puisque toujours, Clark voulait oui, être payé, Clark voulait que le livre sorte,
Et Kubrick voulait à tout prix que ce soit son film qui sorte éventuellement avant la novélisation dont tu parlais. Ouais. Oh bah, vous m'apprenez plein de trucs là, j'adore. Ce qui se passe, c'est que Je suis souvent, pas venu pour rien. Kubrick, lui, il partait là, en général toujours d'un roman hein, pour faire ses films. Et là, c'est quand même un des rares cas où il est parti d'une nouvelle et qu'il a vraiment écrit un scénario. Alors, c'est pas un scénario original dans le sens où il reste quand même quelque chose de la Sentinelle dans le film, mais il y a quand même une grande partie du film qui est complètement inventé, c'est-à-dire qui est complètement original. Hein. Donc c'est presque, moi je dirais presque un scénario original à disons aux 2/3 voire aux 3/4 du film. Hein. C'est Alors, ça qui est intéressant. juste pour les gens qui peut-être n'ont pas vu ou n'ont pas compris le film, parce que là, je trouve qu'on est très 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 pointu, on est presque un spécialiste, ce qui est un grand plaisir pour moi, parce que d'habitude, quand j'en parle, personne ne connaît autant de choses. Mais j'ai quand même rappelé, on est en 2025. Et maintenant, on vit la révolution intelligence artificielle où on parle de ça partout, et que ce film fait en 1968 est le premier qui montre une intelligence artificielle considérant qu'elle est la rivale de l'humanité, ce vers lequel on va. Et quand on voit que ce film a été posé aussitôt, enfin que cette problématique a été posée aussitôt, on ne peut s'empêcher de se dire, ce film est un putain de film de visionnaire, et ce qui nous arrive maintenant est dans 2001, Odyssée de l'espace. Queen to bishop 3. Bishop takes queen. Knight takes bishop. Mate. Et comme ça a été traité avec la petite chanson et tout le petit côté où l'intelligence artificielle essaie d'amadouer l'homme, c'est le moment d'émotion très très forte et très très bien réussi qui va tout d'un coup rester. C'est peut-être ce qui va rester le plus du film. Tout le reste étant très symbolique et très compliqué. Euh, ce moment où il y a cette petite chanson avec le personnage qui respire, dont on entend la respiration qui assourdit, on comprend sa peur et son émotion. Daisy, Daisy, give me your answer to. Cette scène renvoie à une idée. En fait, bon, alors, je vais vous donner le truc. C'est le système d'intelligence artificielle a compris que le prochain rendez-vous avec l'entité au-dessus va se passer donc dans cette zone, je crois, près de Jupiter. Et il s'est dit, mais le représentant de l'intelligence sur Terre, ce n'est plus l'homme, c'est moi, HAL, l'intelligence artificielle. Donc c'est moi qui dois être l'ambassadeur de la Terre et non plus ces humains qui sont en gros des singes. En conséquence de quoi, il dit, bon ben vous les humains, restez à jouer dans vos trucs, je vous amuse et tout ça. En plus, vous devez dormir, vous devez manger, alors que moi, j'ai pas besoin de tout ça, je suis immortel. Et c'est moi qui vais discuter avec l'entité du dessus. Et tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une course sur la ligne d'arrivée entre les deux espèces les plus intelligentes, l'humanité ou l'IA avec HAL, et qui va arriver en premier, sachant que celui qui arrivera en premier va avoir l'insigne honneur de recevoir l'information suivante qui va permettre l'évolution de la Terre. Donc c'est un peu l'autre clé du système. Je pense qu'il y a déjà Matrix dans 2001. Il y a déjà le côté, il y a un moment, nous allons être rival de l'intelligence artificielle, et qu'est-ce qui va nous sauver? Donc là, la solution qu'apporte Kubrick, ce qui va nous sauver, c'est notre capacité avec un tournevis, donc de faire notre maîtrise de l'outil manuel, qui va nous permettre de faire sauter un petit morceau de métal, qui va permettre, alors que l'ordinateur ne peut pas faire ça. Donc c'est notre capacité manuelle, notre base d'homme primitif préhistorique, qui, étant encore à nous permet de doubler sur la ligne d'arrivée de justesse les robots et l'intelligence artificielle. C'est vrai, mais le peu de bribes d'histoire que nous donne Kubrick dans le film, une des plus fortes est effectivement HAL, puisque, spoiler alert, quand il chante cette chanson Daisy à la fin, on ressent rien quand le cosmonaute part dans les tréfonds intersidérales après avoir été tué par HAL, c'est Poole, je crois, il s'appelle. On est à peine ému parce que y a pas, alors que tout d'un coup, cet ordinateur préfigure effectivement
tout ce qu'on va voir par la suite dans le cinéma de science-fiction. Parce que c'est un film qui te montre en fait que les humains sont presque plus des machines que les machines elles-mêmes. C'est-à-dire que la machine a finalement plus d'humanité, enfin plus de sentiments que les hommes qu'on voit dans le film. Et ça, de toute façon, on en avait parlé ensemble hein, quand on traitait, je crois, de Eyes Wide Shut ou de 2001. C'est-à-dire que tous les films de Kubrick, c'est toujours l'histoire de personnages qui sont déshumanisés par une entité supérieure. Hein. C'est-à-dire que tu regardes Shining, l'entité supérieure, c'est l'hôtel Overlook, hein, avec ce type qui toute sa vie en humanité est poussé à tuer sa famille par des esprits, enfin des fantômes invisibles, hein, non, visibles plutôt dans le film. Quand tu regardes Full Metal Jacket ou Orange Mécanique, l'entité supérieure, c'est purement le gouvernement dans Orange Mécanique. Les généraux, enfin les gens qui font subir cet entraînement militaire aux jeunes recrues de Full Metal Jacket, hein, qui les déshumanisent pour les transformer en machines à tuer. Barry Lyndon, c'est l'histoire d'un type en fait qui est déshumanisé finalement par la force du destin. C'est-à-dire que ce personnage qui parle en voix off dans Barry Lyndon, le narrateur, c'est un peu l'incarnation une incarnation supérieure. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît déjà comment l'histoire s'est déroulée, qui connaît le dessous des cartes. C'est un peu la providence. Hein. C'est presque comme un dieu qui aurait un Deus ex machina, qui aurait une vision d'ensemble et qui montre comment ce brave type qui est un paysan irlandais progressivement se vide de son humanité, de ses sentiments pour devenir de plus en plus froid, de plus en plus calculateur pour pénétrer une société en fait qui lui est étrangère. Tu peux tous les analyser comme ça à partir de Fol Amour à peu près si tu veux. Donc tu comprends mieux 2001 comme ça. Et 2001 quand même, il faut bien voir aussi que c'est un film dans lequel le style de Kubrick a commencé à changer. On est dans les années 60, hein, c'est 68. Le film a commencé à être tourné en 65, donc ça a été vraiment élaboré pendant toutes les années 60. Kubrick a été énormément influencé par un cinéaste italien qui s'appelle Antonioni, hein, Michelangelo Antonioni. Et tu regardes les films d'Antonioni ont un peu ce rythme. Le film qui s'appelle L'Aventura de Antonioni, qui commence en fait par une jeune femme qui est jouée par Léa Massari. Hein, et cette jeune femme va disparaître à un moment et on va plus jamais savoir ce qu'elle est devenue. On va s'intéresser à d'autres personnages et c'est un petit peu comme ça qu'est construit 2001, c'est-à-dire le Heywood Floyd que tu vois qui est introduit après la séquence de l'aube de l'humanité. On a l'impression que ça va être le personnage principal du film, ce type qui arrive à la base lunaire, qui discute avec les Russes, qui a l'air de savoir de quoi la mission va être faite. Et tout d'un coup, ce type disparaît et on voit tout d'un coup d'autres personnages, que le docteur, Bowman, Poole, on voit l'ordinateur. Donc il y a cette narration comme ça par bloc et qui nous fait introduit des nouveaux personnages quasiment toutes les demi-heures, tu vois, c'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose que le cinéma américain ne faisait pas. Et ça, c'est l'influence d'Antonioni, hein, c'est l'influence vraiment du cinéma européen. Et même dans le rythme, dans ce rythme extrêmement lent, mélancolique, tout ça, on voit vraiment l'influence du cinéma européen sur Kubrick. Hein. C'était l'époque où il avait commencé à se centraliser en Europe. Hein. Déjà, il a commencé à s'installer en Angleterre après la sortie de 2001. Mais disons que 2001 a été tourné en Angleterre, hein. Ça, comme Dr. Folamour. J'en voyais Laurence d'Arabie là récemment, il y a l'entracte également, et il y a aussi cette espèce de musique au début magnifique de Maurice Jarre, dans le noir le plus complet. C'est-à-dire qu'on te met dans un état second avant que le film ne démarre en lui-même, ce qui était très mais ça, il y avait ça dans tous les grands épiques hollywoodien. Tu regardes Ben-Hur, il y a ça aussi. Tu vas voir Ben-Hur, tu vas voir Alamo, tu vas voir tous ces grands films de 3 heures, machin. Ça commençait toujours comme ça. T'étais dans le noir ou t'étais avant que les lumières s'éteignent, t'entendais la musique du film. Il y avait, disons, une ouverture, ça s'appelait. Hein. Donc voilà, faut quand même pas négliger que Kubrick a été très influencé par le cinéma d'Antonioni. Ça, peut-être moins. Alors, même quand tu regardes Eyes Wide Shut, il y a des références à La Nuit, hein, La Notée, le film d'Antonioni avec Jeanne Moreau et Mastroianni sur un couple qui se délite pendant une nuit comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas du tout dans Les Sentiers de la Gloire, dans Ultime Razia, dans Lolita. Tu vois, c'est venu vraiment après, à partir du moment où il a découvert le cinéma européen et qu'il y a eu une influence du cinéma européen et notamment italien, celui d'Antonioni sur lui. Donc voilà, je pense que 2001 quand même. Antonioni, ce qui est drôle, hein, c'est qu'il a eu longtemps le projet de faire un film de science-fiction. Hein, donc ça aurait été étonnant quand même de voir aussi le film de science-fiction qu'Antonioni aurait fait. Et le fameux film d'Antonioni qui s'appelle Blow Up, sur le photographe, il y a beaucoup de choses dans Eyes Wide Shut qui font penser aussi à Blow Up. Donc l'influence d'Antonioni sur Kubrick, elle n'est pas du tout à négliger, et notamment dans 2001.
pour en revenir à Hal, moi je vois pas tout à fait les choses comme Bernard. C'est ça qui fait que le film est riche, hein, puisque chacun le voit un petit peu comme ça. Moi, je pense pas que Hal ait conscience vraiment des êtres supérieurs, enfin de ces personnages qu'on ne voit pas et qui sont symbolisés par le monolithe. Je pense simplement, moi, pourquoi l'ordinateur devient fou à un moment, quoi. C'est-à-dire pourquoi ils disjonctent, hein, puisqu'on le présente comme une machine parfaite qui est infaillible et tout ça. En fait, pour moi, il disjoncte parce qu'il y a la proximité du monolithe. C'est-à-dire, c'est la proximité du monolithe dans l'espace, puisque le monolithe, on voit qu'il hein, c'est ça qui le fait disjoncter pour moi. Tu vois. Mais Laurent, on dit aussi qu'il mal fonctionne parce qu'il a des directives contradictoires. En particulier le fait qu'ils doivent mentir sur la véritable mission qui est donc ce monolithe et en même temps, il doit assurer le bien-être de tout le monde, si tu veux. C'est-à-dire que tout ça se bat dans sa tête. Quand je disais que l'ordinateur est presque plus humain que les personnages, c'est-à-dire qu'il est paranoïaque. C'est-à-dire qu'on voit quand même une machine paranoïaque puisqu'elle lit sur les lèvres quand il sent que les humains lui cachent quelque chose. Oui, c'est vrai. Et quand ils s'enferment dans les pods, là, il les voit, il devine ce qu'ils sont en train de dire, et c'est là qu'il comprend qu'ils vont le déconnecter, et c'est là qu'il décide de contre-attaquer. C'est beaucoup sur la domination, parce qu'on voit que ce soit cette tribu de singes au début, ou que ce soit avec les Russes où ils se montent autour d'un point d'eau également. Ils sont en train de boire leur verre autour de cette table dans cette station orbitale. C'est toujours la dominance. Parce que si tu veux, le cinéma de Kubrick, ça a toujours été comment, en fait, l'animalité, la passion, tout ce qui te fait disjoncter, est toujours présent au fond de toi, même si tu es le plus cultivé possible, le plus civilisé possible. En fait, il y a toujours quelque chose qui risque de te faire péter les plombs parce que tu as quelque chose qui te vient de l'homme préhistorique, qui est toujours en toi, quelque part, cette animalité hein, qui va te faire... C'est ce qui arrive à Barry Lyndon, c'est-à-dire quand il est dans le salon et que tout d'un coup, son beau-fils le provoque et qu'il se met à lui casser la gueule devant tout le monde... c'est qu'il pète les plombs parce que lui, il a été élevé à la schlag, il est allé à l'armée, donc c'est quand même ça, la survivance de son éducation, et c'est ça qui fait qu'après il est rejeté par l'aristocratie. Quand tu vois tous ces personnages, le XVIIIe siècle, hein, c'est le symbole de la culture, de l'encyclopédie, de la philosophie, mais quelque part, au fond, il y a 1789, il y a la sauvagerie de la Révolution, tu vois, tout ça coexiste, c'est-à-dire la raison et la passion sont toujours intimement liés. Et ce qui fait péter les plombs aux gens, c'est pour ça qu'il était fasciné par les nazis, hein, qu'il a voulu faire un film longtemps sur ça, c'est que les nazis étaient des gens, enfin les Allemands en tout cas, étaient extrêmement... il y avait plein de nazis qui étaient très éduqués, qui connaissaient la philosophie, la musique et tout ça, et ça les a pas empêchés moralement d'être complètement dégénérés. Ich liebe dich wie Apfelmus, so zärtlich wie Spinat. Mein Herz schlägt wie ein Pferdefuß, wenn ich dich sehe, du Aas. Gut. Ja, bravo, jeune homme, félicitations, quelle culture. Merci, général. La même année, c'est un autre grand classique de la littérature de SF et du film de SF qui est La planète des singes. Donc on a des singes très différents et des maquillages très différents et une approche très différente de la science-fiction. Ouais. C'est marrant parce que pour moi, Pierre Boulle est l'un des plus grands auteurs de science-fiction français, malheureusement mal connu. Je me rappelle quand j'étais journaliste au Nouvel Observateur, j'avais voulu faire la nécro de Pierre Boulle et le responsable littéraire m'avait dit c'est qui Pierre Boulle? Alors j'ai dit c'est le pont de la rivière Kwai et la planète des singes et il m'a dit je croyais que c'était des films américains. Il faut savoir que même quand on arrive à faire des œuvres qui touchent l'international, en fait en France on considère que la science-fiction c'est un truc anglo-saxon et que nous, en France, on ne sait pas le faire. Donc, oubliez Jules Verne, oubliez Barjavel, c'est un truc pour les British. Nous sommes une culture catholique tournée vers le passé, et l'Amérique, l'Angleterre, ils sont des cultures protestantes tournées vers le futur. Et j'ai trouvé ça dommage, Bernard, parce qu'on a quand même peu de science-fiction en France. Bernard, moi, j'ai pas lu le roman de Pierre Boulle, La planète des singes. Est-ce que c'est proche du film? Très, très proche. Et il y a vraiment une vision. Le twist final, spoiler alert avec la Statue de la Liberté, est une idée de Rod Sterling qu'il a trouvé. Oui, ça y est pas. C'est pas dans le livre. Ouais. C'est vrai. Et je voudrais mettre ça, ce moment où Laurent en parlait, ça m'a rappelé d'un autre film qui est en vibration, c'est Blade Runner. Dans Blade Runner, il y a cette même concurrence du robot ou de la machine avec l'homme.
Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. Moi, j'avais vu la version avec voix off, qui était à l'époque, et que je trouvais beaucoup plus intéressante que la version dite réalisateur, dans laquelle la voix off expliquait, en sauvant au dernier moment Harrison Ford, ce robot avait montré qu'il était plus humain que les humains, puisque les humains n'avaient pas d'empathie, et donc la clé du système de notre humanité, ça c'est un grand truc de Philippe K. Dick, c'est notre capacité d'empathie, c'est-à-dire notre capacité de se mettre à la place de l'autre. Et quand il n'y a pas d'empathie, puisque tu faisais référence aux nazis, il y a eu plein d'expériences qui ont été faites à partir de quand tu considères qu'un être humain n'est plus un être humain et que ça devient un être dont la mort n'a plus d'importance. L'empathie est quand même la clé de la définition de l'homme pour Dick. Et la problématique de 2001, c'est deux êtres, l'homme par rapport au robot et le robot par rapport à l'homme, qui considèrent que l'autre ne mérite pas de vivre parce qu'il est différent. C'est pour ça que je dis ça va au-delà de la science-fiction, c'est un problème de philosophie. Et ce problème de philosophie, c'est qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui n'est pas humain, qu'est-ce qui est digne de vivre, qu'est-ce qui n'est plus digne de vivre, et est-ce que l'espèce humaine, telle que nous la voyons actuellement, peut encore évoluer pour devenir non pas plus intelligente, mais plus consciente. Et tout l'enjeu, d'ailleurs maintenant on dit l'intelligence artificielle, on sait que ça est plus forte que l'intelligence humaine, mais le vrai enjeu, ça va être la conscience artificielle. Et ça, c'est déjà évoqué dans 2001, et cette conscience est liée à la perception de la mort et à la perception de l'évolution de l'espèce. Quelle différence il y a entre le robot HAL et le personnage dans le film? C'est que HAL est potentiellement immortel, alors que l'humain, lui, est mortel. Et c'est pour ça que le message final où on le voit vieillir, ça dit... Attends, l'entité terrienne qui est venue au rendez-vous, puisque c'est un rendez-vous, le final, est quand même une entité qui va mourir et donc qui est fragile, alors que l'autre entité aurait pu être immortelle. Et ça, pareil, ça ouvre des tas de questions philosophiques sur la mort, sur la vie et sur le sens. Du temps. Il y a la notion du temps qui est un cercle plat, puisqu'effectivement, ça n'a plus d'importance qu'il soit un vieux monsieur, qu'il soit un bébé dans l'espace. Il y a la réincarnation, ça parle effectivement, comme tu dis, de religion, de philosophie. Enfin, il élargit énormément les thèmes. Après, on peut voir l'espèce de finale de 2001 qui déconcerte beaucoup de gens. Là, après l'espèce de maelstrom, là, quand il est aspiré dans cette espèce de tunnel d'étoiles et qu'il arrive dans cette chambre 18e, ça c'est vraiment libre de... On peut interpréter ça de tas de manières différentes. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est comme un laboratoire, hein, c'est comme une souris qui se retrouverait ou un poisson dans un aquarium. C'est-à-dire que là, il y a des expériences et ils sont en train de le transformer en être immortel, justement. C'est-à-dire, ce bébé qui naît à la fin, ça devient la nouvelle humanité, quelque part. C'est la version psychédélique d'un Twilight Zone où on met les humains, tu sais, dans un zoo. Il y en avait un très célèbre. Alors quand Bernard parlait de Blade Runner, enfin c'est vrai que Blade Runner est un film qui est assez kubrickien sur pas mal d'aspects. Et d'ailleurs ce qui est drôle, c'est que dans la première version, enfin celle que tu as vue avec la voix off, tu sais que tout le générique de fin, quand on survole des forêts, là, quand il part avec la femme, c'est des images qui viennent du générique de Shining. Tu vois. Shining, ouais. Ouais, c'est toi qui m'avais dit ça, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'a donné à Ridley Scott et qu'il a coupé après de la version réalisateur. Mais il y a plein de choses qui sont très kubrickiennes. C'est justement même le personnage de Roy Batty, le chef des réplicants, il ressemble beaucoup à Kirk Douglas dans Spartacus aussi. Tu vois, c'est presque un Spartacus des réplicants. C'est-à-dire c'est le chef des esclaves qui se révolte un petit peu comme ça. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Quand tu dis que l'empathie, c'est ce qui différencie l'homme de la machine, chez Kubrick, lui, ce qui est propre à l'humanité, chez Kubrick, lui, ce qui définit l'homme, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire, c'est la capacité de choisir. Quand on te prive de ta capacité de choisir, on te déshumanise. The boy has no real choice, has he? He ceases to be a wrongdoer. He ceases also to be a creature capable of moral choice. C'est ce qu'on voit dans Orange Mécanique. Même si ton inclinaison, c'est de faire le mal, tu es quand même humain. Et quand on décide de te trafiquer pour te rendre inoffensif, là, on te déshumanise. Comme les Marines dans Full Metal Jacket. D'ailleurs, quand on voit ces singes autour de ce point d'eau, ou quand on voit les Droogs d'Orange Mécanique, ou quand on voit les Marines,
ce sont ces mêmes entités comme ça de trous. Ce qui nous rend humains, c'est notre capacité. Voilà, c'est notre capacité de choisir, c'est notre capacité de dire je fais ça ou je fais pas ça. C'est Barry Lyndon, tu peux voir ça complètement comme ça aussi. Donc c'est pas très loin de ça aussi. Hein, je veux dire, et l'empathie quand même dans la dernière scène de Barry Lyndon, quand tu vois le duel entre Bullingdon et Barry, et que Barry finalement après la perte de son fils, tout ça, et quand même refuse de faire feu sur Bullingdon et tire par terre. C'est très proche de ce qu'on voit dans Blade Runner. C'est qu'il y a un ras-le-bol d'avoir tué trop et c'est en même temps ce qui provoque sa chute quelque part. Mais c'est drôle parce que Blade Runner, quand je l'ai vu à sa sortie, j'étais un peu déçu comme 2001 parce que j'attendais aussi Indiana Jones et Alien, contre Alien, tu vois, et c'était un peu plus philosophique à la manière de... Mais c'est peut-être pour ça que le film perdure et qu'on en parle encore aujourd'hui et que c'est un film iconique, véritablement. Et tu regardes bien, même dans Blade Runner, le fameux Tyrell, qui est le chef il est joué par l'acteur qui joue dans le barman dans Shining, c'est Joe Turkel, et qui joue dans Les Sentiers de la Gloire. Et qui joue dans Les Sentiers de la Gloire de Kubrick aussi, tu vois, c'est un acteur kubrickien, et t'as ces fameuses pyramides, tu vois aussi que tu as. Donc il y a une imagerie kubrickienne dans Blade Runner, c'est évident. Ouais. Alors, je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit Laurent et je trouve qu'il mérite réflexion. C'est le fait que dans 2001, finalement, on ne s'attache pas aux personnages et les personnages que l'on s'attache disparaissent très vite. Et en fait, il n'y a pas de star. On retient personne et on s'attache à personne. À la limite, le personnage que l'on s'attache le plus, c'est Hal. This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. Voilà. Parce qu'il y a de l'émotion. Tous les autres, ils font juste que obéir à leur truc. Et on connaît pas leur vie, on connaît pas leurs faiblesses, ils ont pas d'histoire d'amour, il y a pas de peur. En fait, on s'en fout des humains. Il est arrivé à poser une problématique. C'est l'histoire elle-même qui est le héros du film. Et l'histoire, c'est qui va évoluer. Comment va évoluer le truc. Et je trouve ça très audacieux. Et ça explique peut-être aussi que on rentre pas dans le film et qu'on est décroché, Laurent et moi, et peut-être toi aussi, Jean, c'est que on ne peut pas aimer le héros. Il n'y a pas de héros. On ne peut pas aimer le héros. Et ce qui arrive au personnage, on s'en fout. Alors, à partir de cette règle de base, on ne s'intéresse pas à ce qui arrive au personnage. Il n'y a pas de réel antagonisme. Enfin, l'antagonisme, il apparaît vraiment vers le final. Donc, il n'y a pas une tension dramatique comme dans Alien, puisqu'on faisait référence. Donc, toutes les règles du bon film auquel on s'accroche ne sont pas là. Il nous laisse, Kubrick nous laisse en situation de vous attendez ça des films, eh ben je vous le donne pas, je vais vous donner autre chose. Et ce que je vous donne autre chose, c'est un ride visuel, ce que tu appelles le tunnel dans les étoiles, qui dure quand même très longtemps. Et ce ride visuel, il n'y a aucune info dedans. Il y a juste, c'est beau. Et tu te dis, pourquoi ? En quoi ? Il n'y a pas d'intrigue. On est hors du système. Mais c'est là où la culture... Tous les trois scénaristes, t'as pas le droit de faire ça. C'est ça. Qui casse toutes les règles. C'est vrai, mais c'est là où la culture hippie de l'époque s'est réemparée du film parce qu'il n'a pas très bien marché. Et quand tout d'un coup, ils ont compris que les gens prenaient de l'acide au moment de l'intermission de l'entracte pour pouvoir triper au moment où il arrive dans le tunnel des étoiles, en fait, c'est là où ils ont remarketé le film et ils ont parlé du Ultimate Trip. Du trip ultime. On est complètement conditionné, et notamment le cinéma américain, enfin les Américains encore plus, puisqu'ils voient pratiquement que des films américains, mais on est conditionné par une certaine manière de raconter les histoires, c'est-à-dire et de les recevoir. Donc quand tout d'un coup tu as quelque chose qui correspond pas à ce que tu vois d'habitude, tu as tendance à le rejeter. Ça, c'est quelque chose d'humain, hein, quelque part. Donc moi, pourquoi on a décroché quand on a vu 2001, c'est qu'on a vu plein de films qui n'étaient pas racontés comme ça, et donc on se disait, ah bah celui-là il est pas comme les autres, donc il doit être mauvais. C'était une réaction purement comme ça, instinctive. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'il a essayé de raconter une histoire autrement, parce que je pense qu'il veut créer un mythe. Hein. C'est quelqu'un qui veut pas forcément faire un conte. Là, il veut créer un mythe. Hein, c'est-à-dire créer, et c'est pour ça qu'il lisait énormément de gens comme Joseph Campbell, tout ça, il lisait beaucoup de livres de mythologues parce qu'il était préoccupé par l'idée de créer des mythes comme ça. Bien sûr, mais tu as le cyclope avec Hal.
et effectivement l'Odyssée de l'espace, qui fait référence à la mythologie. Et puis, ils disaient que les Grecs, pour eux, l'océan, c'était leur espace à eux, si tu veux. Mais tu regardes, même à un niveau vraiment beaucoup plus modeste après, tu regardes Full Metal Jacket, par exemple. Tu as cette première partie qui correspond à la formation des Marines à Paris Island, qui est presque un film en soi, c'est-à-dire qui se termine par le meurtre du sergent instructeur. Là, il y a un fondu au noir. Après, on retrouve, c'est carrément un deuxième segment qui serait presque comme le passage de Heywood Floyd sur la Lune. Tu vois tout d'un coup des personnages, il y en a certains qu'on a déjà vus à Paris Island, mais pas tous, hein, on voit Joker, mais tu vois tout d'un coup ces mecs qui ne font rien, qui sont là au journal de l'armée, qui veulent aller se battre, mais qui en fait sont frustrés, hein, parce qu'ils n'ont rien à faire. Et c'est un peu ennuyeux, c'est-à-dire ça correspond un petit peu presque à cette partie lunaire, hein, où il se passe pas grand-chose, on nous cache des informations, où tu les vois faire des réunions au journal de l'armée, et puis tout d'un coup, après, tu as un troisième segment où ils vont à Hué, où il y a la bataille de Hué, et t'as le dernier segment qui est le truc du sniper, hein, c'est-à-dire où il y a cette bataille contre un sniper dans un truc. Donc t'as cette narration par bloc aussi, comme ça, hein, avec des personnages qui apparaissent, qui disparaissent, et t'as cette espèce d'affrontement à la fin, c'est-à-dire que t'as un face-à-face dans une espèce d'espace clos, hein, c'est l'espèce d'immeuble où il y a des flammes, là, dans Full Metal Jacket, quand il est face à la sniper, hein, c'est comme ça. Et c'est le lieu de la transformation, c'est le lieu de la métamorphose. C'est-à-dire que tu as le soldat Joker qui devient le tueur Joker. Comme tu as Bowman qui devient le bébé astral. C'est-à-dire que tu une espèce, ça se termine comme ça par une métamorphose. Hein. C'est-à-dire que donc tu vois comment la narration dans Full Metal Jacket, alors toute proportion gardée, hein, parce que c'est quand même pas du tout la même échelle, mais ça reprend un petit peu certaines des techniques de narration de 2001, tu vois. Je vais dire une chose, c'est que j'ai revu La Guerre des Étoiles et je me suis dit que ce film, je me suis dit à l'époque, qu'est-ce que j'y trouvais? J'ai trouvé ça un peu ringard. C'est marrant. Et je me suis dit, pourquoi j'ai trouvé ça ringard? Parce que les effets spéciaux ont tellement évolué que les effets spéciaux ont l'air du bricolage dans La Guerre des Étoiles, même si maintenant il y a plein de versions. Et je me suis dit, finalement, La Guerre des Étoiles ne va pas résister à l'épreuve du temps. Mais 2001 va résister à l'épreuve du temps. C'est-à-dire que quand on regardera en 2050 le cinéma en arrière, on s'intéressera peut-être pas à La Guerre des Étoiles, mais on s'intéressera probablement à 2001, parce que c'est une œuvre qui est faite pour durer. Et ça, c'est un de mes grands soucis. Quand j'écris, je me dis, est-ce que ça aura encore du sens dans 50 ans? Est-ce que je peux arriver à faire quelque chose qui ne soit pas juste un reflet de notre époque, mais qui soit quelque chose qui soit intemporel? Et c'est peut-être pour ça que j'ai autant admiré 2001. Je me suis dit, lui, il a réussi. Ce que je vois avec 2001, ça résistera autant. Je vais dire aussi autre chose. Je pense que Matrix résistera autant. Et je pense aussi que La Planète des Singes résistera autant. Ce qui est quand même... ce qui est un souci d'artiste à part. La plupart des artistes veulent la célébrité, veulent la gloire, ils veulent être à la mode. Mais la mode, c'est ce qui se démode. 2001 n'était pas à la mode et c'est pour ça que ça ne se démodera pas. Et La Planète des Singes, ça résiste autant parce qu'il y a le jeu de Charlton Heston qui est extraordinaire. Et quand je vois les autres Planètes des Singes, ce qui me manque, c'est Charlton Heston. Et il y a un autre film aussi qui me semble qui va résister autant et vers lequel on va, c'est Le Soleil Vert. On en a parlé déjà, on a fait plusieurs choses sur La Planète des Singes et sur Soleil Vert que je vous invite à découvrir ou redécouvrir. Mais moi, il y a un truc dont on parle pas souvent avec Kubrick, c'est l'humour. Alors, on a vu Fol Amour, c'était une vraie comédie très drôle. Mais même, je trouve, 2001, il y a des passages d'humour. Hal, son ton presque britannique comme ça, et c'est presque un air de supériorité par rapport aux autres. Il y a toujours des scènes où... pas beaucoup d'humour quand même. Mais il y en a quand même. Il y en a, mais... on retrouve d'ailleurs le grand Léonard Rossiter qui fait l'astronaute russe qui jouait le Captain Quinn dans Barry Lyndon et qui est un des acteurs de Kubrick qui joue donc ce russe. Et là aussi il y a de l'humour, il y a une espèce de partie d'échec. De toute façon, quand tu regardes les Russes et les Américains dans 2001 dans la station spatiale, c'est un peu comme le tribut de singes dans la préhistoire. C'est-à-dire simplement il y a une espèce de civilisation qui est passée par là. C'est-à-dire on se déteste, on se fait des coups fourrés, mais on discute en des termes très très courtois.
Et comment même, allez-vous, machin, mais Bernard, c'est la même pulsion derrière, tu vois. c'est vrai, mais même l'utilisation de la musique, quand tu vois le beau Danube bleu, on n'avait jamais vu ça sur des images. Et il y a de l'humour, il y a une légèreté, cette valse sur laquelle il a monté les images, en fait. C'est ce qu'on appelle de la musique temporaire, et il n'a pas trouvé mieux, puisqu'il y a, je crois que c'est Alex North, je crois, qui a composé un score qu'il n'a pas gardé, et il a préféré travailler avec cette musique classique qui donne une modernité, et c'est intemporel parce qu'entre la qualité des effets spéciaux qui n'a pas été dépassée aujourd'hui avec les fonds verts et le numérique, plus cette utilisation de la musique fait qu'on est dans un truc qui, comme tu dis, est intemporel. Il y a un moment, il y a des chants de Ligeti, je crois, il y a des trucs assez insupportables. Et c'est-à-dire que ça permet même ce luxe de faire une musique pénible. Et donc de faire souffrir le spectateur, qui normalement ne fait pas partie des codes du cinéma populaire. Non, il a pris un morceau de Gheorghi Ligeti pour faire le thème du monolithe, en gros. C'est-à-dire quand le monolithe apparaît, t'entends ces espèces d'oratorio de voix comme ça qui s'entrecroisent, et tu le retrouves sur la Lune, et c'est le thème du monolithe, en fait. Hein. Et il a utilisé Ligeti dans d'autres compositions de Ligeti dans 2001 aussi, notamment dans le fameux trip, là, hein, à la fin, t'entends un morceau qui s'appelle Atmosphère, et il y a un morceau de Ligeti aussi dans Shining et dans Eyes Wide Shut. C'est ça. Mais tu as vu, Bernard, il va pas très loin, trop fort dans le futurisme. La tenue des gens est pas extrêmement. Et c'est ça qui fait que ça se démode pas non plus, parce que les coupes de cheveux sont pas trop excentriques et tout. Et puis il préfigure quand même l'iPad, le visiophone. Il y a plein de trucs. Le monolithe. Monolithe, c'est ça. Hein, on l'a tous dans la main, effectivement. Voilà le monolithe. Il a commencé à faire la préparation des films et tout. Il avait fait venir des scientifiques pour savoir un petit peu à quoi ressembleraient les objets du futur et tout ça. Donc Spielberg a fait un peu pareil quand il a fait Minority Report après, tu vois, sur le fameux truc quand t'as Tom Cruise qui balaye les images avec un mur d'images comme ça, presque virtuel. Ils se sont un petit peu, enfin Spielberg s'est un petit peu inspiré des méthodes de Kubrick. Mais moi, Minority Report, c'est même un des films de Spielberg que je préfère, tu vois. Je trouve que c'est moi aussi. Mais le film a une entracte donc qui est magnifique parce que c'est le moment où Hal lit sur les lèvres, donc on nous laisse vraiment dans un suspense énorme. On se dit qu'est-ce qui va se passer. Mais le film est pas si long que ça finalement. Quand tu vois que n'importe quel film aujourd'hui fait 2h30, 2h45, celui-là fait 2h30 ou 2h37 et quelques, je crois. Il paraît beaucoup moins long qu'à l'époque, puisque à l'époque c'était effectivement. C'est le rythme qui est très lent, quoi. C'est-à-dire que tu vois, les gens parlent de manière extrême. Quand tu vois la diction de Hal, tu vois, c'est quand même vachement lent. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Tu vois le rythme est pas du tout un rythme habituel. Je crois qu'Eyes Wide Shut fait à peu près la même longueur que 2001, quoi. Et tu regardais surtout un autre film qui était sorti la même année que 2001, qui est Rosemary's Baby. Rosemary's Baby et 2001 font quasiment la même longueur, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que dans les deux films, la même année, t'as quand même deux bébés assez étranges, tu vois, qui naissent dans deux films différents, c'est-à-dire le bébé Astral de 2001 et le bébé de Rosemary dans Rosemary's Baby, quoi. Absolument. Les influences du film de Nolan avec Interstellar ou de Cameron, la plupart des metteurs en scène disent que c'est le film qui a changé véritablement leur vision du cinéma et leur a donné envie de pousser le. Ouais, mais il y a aucun film qui ressemble à 2001. C'est-à-dire que tu peux te dire. Même Solaris de Tarkovsky, tu vois, qui est un film qui est un peu une réponse de Tarkovsky à 2001. C'est un film unique 2001. C'est-à-dire que Kubrick d'abord, ce qui est étrange avec Kubrick, c'est qu'on parlait quand même de Antonioni, mais c'est quand même extrêmement. Faut vraiment. Moi, je trouve pas que ce soit une influence non plus qui te saute au visage. Ça, tu vois, il y a pas vraiment des citations littérales. Mais Kubrick, ça arrive de nulle part. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment quelque chose qui annonce Kubrick et il n'y a pas tellement tant de descendants que ça. Moi, je ne trouve pas vraiment que Nolan, me fait pas vraiment penser à Kubrick. On essaye à tout prix de le... Non, mais beaucoup de metteurs en scène citent ce film comme un des films les plus importants pour eux dans leur filmographie. Mais je trouve qu'après, c'est pas un film qui a donné une descendance. C'est-à-dire, quand tu regardes la manière de raconter l'histoire, elle reste unique. Personne n'a été aussi radical que ça. C'est-à-dire que, et même Kubrick lui-même n'a jamais refait après
un film aussi radical que 2001. C'est-à-dire, c'est les films que Kubrick a fait par la suite sont quand même beaucoup plus classiques. Hein. Je veux dire, c'est un truc qui ne ressemble à rien. Et il est jamais. Alors peut-être qu'il est allé aussi loin qu'il pouvait aller. Ça n'a pas engendré, disons, de descendance dans la façon de raconter les histoires comme ça, de concevoir, tu vois, une narration aussi étrange. Ce qui est étonnant, c'est que Bernard, il met 4 ans à faire le film, et pour prouver au studio et au monde du cinéma qu'il peut faire des petits films, il enchaîne par son guérilla cinéma qui est Orange Mécanique, qui est aussi un film sur le futur et qui est une vision très très différente de ce futur philosophique. C'est pour ça que je crois que c'est quand même le plus grand réalisateur. C'est parce qu'il a mis la barre tellement, il a mis la barre très haut en se disant je m'en fous que les gens comprennent pas, un jour ils comprendront. Et arriver à faire ça dans le milieu du cinéma, dans lequel il faut une rentabilité, il y a tout un système, c'était quand même assez couillu. Il a fallu qu'il y ait des producteurs qui y croient, il a fallu qu'il y ait tout un système qui se mette en marche, qui joue la partie. Et au final, il a fallu quand même qu'il y ait quelques, peut-être bonnes critiques. Je ne sais pas s'il y a à l'époque des bonnes critiques, mais je crois que la première projection au Cheney Theater, les gens sont partis en râlant. Et du coup, Kubrick s'est dit bon, ben, j'ai essayé, j'ai raté mon coup, ça y est, le film est foutu. Il y a surtout la première du film qui était à New York, en fait, où il y avait plein de gens connus, des stars, tu vois, enfin, des patrons de studio, où les mecs, la salle s'est vidée. C'est-à-dire, t'as Henry Fonda qui, paraît-il, a dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? T'avais Rock Hudson qui comprenait rien non plus. Mais enfin, les mecs étaient complètement désarçonnés et il s'est dit ça va être une catastrophe. C'est-à-dire que il voyait les gens partir les uns après les autres et là des gens du métier. Hein, c'était et il a quand même coupé après cette projection. Hein, c'est-à-dire après la première projection, il a coupé 20 minutes hein, à peu près. Donc le film était beaucoup plus long. Ils sont où ces 20 minutes? Bah, tu sais, Kubrick, il détruisait quasiment tout ce qui, il n'avait pas d'archives, il demandait de détruire quasiment toutes les chutes. Il voulait pas qu'on réutilise non plus les maquettes ou les maquillages, donc il faisait tout détruire par ses assistants. Il y a 20 minutes qui ont été coupées de 2001, comme après il a coupé Shining. Et ce qui est bizarre avec Shining, s'il y a les deux versions qui existent quand même, hein, il y a la version de 2h25 et la version de 2h. Mais voilà, souvent, il remettait la main à la pâte après. Et 2001, il l'a coupé. Peut-être que ça aurait été trop long avec les 20 minutes de... Je sais pas, hein, mais disons qu'il y a eu deux versions de 2001, mais que le public n'a pas vu. Hein. Le public n'a vu qu'une seule version, alors que le public a vu deux versions de Shining, puisqu'il y a quand même ces deux versions. Alors attends, Laurent, tu disais qu'il y avait une voix off. Donc il y a une version avec voix off. Non, le scénario avait une voix off. Ah, mais ça n'a jamais été tourné. Il a enlevé la voix off du film. Il y a une voix off dans le scénario d'Eyes Wide Shut. Quand Tom Cruise se balade dans les rues la nuit, t'as une voix off qui dit « Il repensait à ce qu'elle lui avait dit. Comment pouvait-elle être aussi méchante ?» Tu vois, enfin, des trucs qui expliquent en gros ce qu'il a dans la tête, mais qui sont ridicules. Mais peut-être que pour un patron de studio qui lit, ça lui fait plus comprendre ce qui se passe que si, tu vois, il dit juste le docteur Bill marche dans la rue, tu vois. Là, il va se dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Il faisait souvent ça pour rassurer les gens, pour faire un scénario beaucoup plus explicatif que ce qu'allait être le film après. Mais par exemple, Barry Lyndon, c'est la voix off, c'était au départ le personnage de Barry qui racontait son histoire. Le plus drôle, c'est dans Zardoz, où le studio avait demandé à Borman de faire un déroulant au début pour expliquer, et après avoir lu le déroulant, tu comprenais encore moins ce qui se passait dans le film. Et la voix off, de toute façon, il en mettait souvent. Hein. Je veux dire, il paraît qu'il voulait mettre une voix off quand même dans Eyes Wide Shut à la fin. Comme il est mort, il n'a pas pu finir. On ne sait pas. Hein. Peut-être qu'il aurait mis une voix off, mais une voix off de qui? C'était pas très net. Il y a une voix off d'Orange Mécanique. Il avait souvent recours à la voix off. Hein. T'en as même une au début de Fol Amour. Donc, dans 2001, il y avait une voix off à un moment qui paraissait être explicative et il a voulu vraiment supprimer toute explication du film. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, on parle souvent du fameux Kubrick stare, qui est ce regard en dessous des personnages qui deviennent fous. Mais ce bébé, à la fin, il a presque un Kubrick stare qui préfigure Alex levant son verre de lait dans le bar à lait. Le dernier plan de 2001 annonce le premier plan d'Orange Mécanique, un petit peu. C'est deux mutants, un peu, tu vois, puisque c'est ça, il y a quelque chose. Alex est un peu l'homme du futur violent, tu vois, enfin le singe primate devenu violent. Mais quelque part, c'est toujours des films sur le libre arbitre, hein, pour moi. C'est ça qui est très, très
intéressant. C'est comment il définit l'humanité par le libre arbitre et l'inhumanité par l'incapacité de choisir. Alors, je vais dire un petit truc. Je vous ai dit, il y avait un film un truc d'internet qui expliquait ce qu'il fallait comprendre en 2001. Et il y a un élément qui était dedans, c'est, tu sais, le moment où il renverse le verre et que le verre est cassé et que tu vois le liquide avec le verre et puis il reste comme ça à le regarder. Puis tu vois le plan du verre, lui, puis le plan du verre, puis lui. Tu te dis, bon, il y a quelque chose à comprendre, mais quoi? Et si tu regardes bien par rapport au scénario, tiens d'ailleurs, selon vous, ça veut dire quoi? Quoi, le verre? Le verre cassé, pourquoi il reste à le regarder et il revient On m'a dit que c'était une allusion à un rituel juif, où tu casses un verre, non, quand il y a un mariage ou je sais pas Non. quoi. Alors que dans le truc, il disait que c'est une réflexion par rapport au bouddhisme qui dit notre corps est un verre, mais le liquide qui est à l'intérieur reste, même si le verre est cassé. Donc c'est une allusion à l'immortalité. Le verre est cassé, donc c'est-à-dire le corps n'existe plus, mais le liquide reste autour. Ça veut dire que l'âme va perdurer. Et c'est un nouveau. Et ça serait le lien avec le bouddhisme qu'évoquait tout à l'heure Jean, à savoir comment on se réincarne. C'est très possible. Je crois que Arthur Clarke est bouddhiste, quoi. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur 2001 le dise ou qu'il se taise à tout jamais, c'est la tradition, on est à 1 heure. Vas-y Laurent, je cherche l'instant. On a fait qu'effleurer, quoi. Bien sûr, mais il faudrait faire une émission de 3-4 heures, donc rendez-vous pour la part 2 dans quelques semaines. Non, oui. Si je voudrais dire quelque chose. Imaginons comment serait, disons, notre monde si 2001 n'existait pas. C'est-à-dire si ce film n'avait pas été fait, si on n'avait pas montré que non seulement ce film pouvait être fait, mais en plus pouvait avoir du succès. Parce que c'est quand même une sacrée gageure. Tout à l'heure, tu évoquais de la projection à New York. Imaginons donc, tu me dis Rock Hudson, tout ça, il voit le film, il l'aime pas. Donc, du coup, le film n'est pas distribué. Je crois qu'il y a une allusion. Tout à l'heure, on parlait que c'était les drogués qui venaient comment s'appelle l'interface L'intermission, l'entracte. Ouais. L'intermission, ils venaient se droguer et tout ça. Imaginons que le truc n'est pas pris. Donc ce film étant trop ésotérique, trop compliqué, avec pas de personnages, pas d'intrigue, une musique bizarre, par moments insupportable, plus 2h30 de supplice, on pourrait dire c'est évacué. Mais vu comme tu le citais, Jean, il y a eu plein de réalisateurs qui ont dit c'est notre référence, ça veut dire que ça a changé pratiquement la vision globale de la science-fiction. C'est pas seulement la vision globale du cinéma. Ça veut dire qu'il faut voir l'influence qu'a eu ce film. Ça n'a pas touché le grand public, mais ça a touché une élite. Et cette élite mélangeait deux choses. C'est l'envie de raconter des histoires et l'envie de réfléchir sur notre place d'être humain dans l'univers. Et déjà, le seul fait de se poser ces questions, le seul fait de se dire la vie, la mort, les ordinateurs, l'espace et ce fœtus, rien que le fait de voir ces images nous oblige à faire de la philosophie. Et non pas de la science-fiction, mais de la philosophie-fiction. Et c'est en ça que je trouve que ce film est indispensable. Maintenant, je déconseille à tout le monde de le voir sans avoir écouté cette émission. Premier élément. Et il faut savoir aussi autre chose. Préparez-vous, si vous ne l'avez pas vu, à voir quelque chose qui va vous demander des efforts. Donc, pas après une journée de travail, pas après s'être engueulé en famille, pas après avoir bu de l'alcool. C'est comme si vous alliez à l'école ou c'est comme si vous alliez à un cours d'université. C'est une conférence intellectuelle de haut niveau. Mais je pense aussi qu'il faut voir aussi le film comme vraiment quand même aussi un film de son époque. C'est-à-dire qu'on était dans les années 60, les gens étaient quand même beaucoup plus réceptifs quand même s'il y avait l'establishment, les gens d'Hollywood, tout ça, qui étaient quand même très fermés sur certaines techniques qu'ils ne comprenaient pas de narration. Le public était plus à même de recevoir des nouvelles choses. C'est-à-dire, et quand tu regardes la nouvelle vague en France, enfin, tu vois, il y avait quand même une éclosion, même dans la musique, enfin, tu vois, il y a une éclosion de nouveaux talents, il y avait une volonté de faire bouger un peu les fondations. Je suis pas sûr qu'un film comme ça, qui sortirait aujourd'hui, serait aussi bien reçu. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est devenu encore plus conservateur qu'avant. C'est-à-dire que les gens regardent les films vraiment de manière, rejettent vraiment les choses, tu vois, enfin, surtout depuis les Marvel et les machins comme ça. T'imagines un jeune public devant 2001,
moi, je pense que ce serait un bide cosmique, tu vois. Le film serait une catastrophe commerciale, tu vois. Ma fille de 11 ans a tenu 10 minutes, là. Et voilà, mais c'est normal en même temps, c'est un peu normal parce que tu es conditionné par ce que tu vois. Et comme maintenant, quand tu vois quand même que ce qui était possible avec le cinéma dans les années 60, quand tu voyais Antonioni, quand tu voyais tous ces gens qui réinventaient un peu la manière de faire du cinéma, la manière de raconter les histoires, on est devenu de plus en plus conservateur et traditionnaliste, et traditionnel. Je veux dire, quand tu vois aujourd'hui la narration au cinéma, elle est devenue, finalement, tous les films sont un peu racontés de la même manière. Je te parle même pas de la télé, après, de Netflix ou des séries. Là, on est vraiment devenu... le cinéma, c'est vraiment appauvri. Hein, dans la il y a eu quand même Matrix. Oui, mais Matrix, c'est... Matrix avec une explication, avec un personnage qui explique de la philosophie. Rendez-vous très vite pour une spéciale Matrix avec toi, Bernard. Si vous voulez. Bien, merci mes ciné babies pour ce voyage intersidéral, psychédélique et psychologique au tréfonds de la galaxie. Votre intelligence n'a rien d'artificiel et j'attends comme toujours avec impatience votre retour dans l'émission. Merci Bernard d'être venu. Merci à toi Jean. Parler aussi magnifiquement d'un film aussi exceptionnel et donc le rendez-vous est pris pour Matrix. Dans quelques jours, on se retrouve pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec tous les 15 jours une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenhoff. Son Katia Lazareva. Et maintenant, donc, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Laurent Vachon, bonjour chez vous. Bernard Werber, j'espère que l'humanité va trouver le bon chemin. Parce que il y a quand même des chances que tout aille mal et il y a des chances que tout aille bien. Donc, je croise les doigts pour que tout aille bien et que l'humanité survive. Ah bah c'est magnifique. Moi, je voudrais juste dire rapidement une phrase de Arthur Clarke qui a dit c'est terrifiant de penser qu'il n'y a personne dans l'espace et c'est encore plus terrifiant de penser qu'il y a quelqu'un. Non, je trouve que c'est terrifiant de penser qu'il y a quelqu'un dans l'espace, mais je trouve beaucoup plus terrifiant de penser qu'il n'y a personne. Parce que ça veut dire qu'on aurait une responsabilité. Enfin, s'il a dit ça, moi je complète. Ça voudrait dire que si on déconne et on fait sauter cette planète, il n'y aura plus rien, il n'y aura qu'un univers froid, vide et silencieux. Et si c'est notre responsabilité, dans ce cas, c'est grave. Non, la vraie terreur, c'est qu'il y a rien. À la manière de nos auditeurs. Froid et silencieux quand ils nous écoutent. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod. Also sprach Kinopod. Et maintenant... Pod... Kino... Podcast...